Bonjour tout le monde. Les jeunes ont beaucoup applaudi le Premier ministre quand il est rentré dans la salle. Je me suis demandé, mais vous applaudissez l'ancien responsable d'étudiants, l'ancien étudiant, l'ancien professeur d'université, l'ancien directeur d'école supérieure, l'ancien professeur ou bien l'actuel Premier ministre. Et j'espère que le Premier ministre aura suffisamment de discernement pour ne pas se tromper. Parce que quand on est Premier ministre, souvent on reçoit beaucoup d'applaudissements et certains oublient qu'ils sont de passage. Et qu'un autre viendra, auquel aussi on va applaudir, pour qu'il ait les pieds sur terre. Parce que c'est important, à ce niveau de responsabilité, d'avoir toujours les pieds sur terre. Et ne pas se croire... J'imagine que vous savez, quand un responsable, on l'applaudit beaucoup, souvent, il oublie lui-même pourquoi il est là. Et surtout, il oublie qu'il est de passage. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, j'allais dire protocolairement, je devais commencer par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et du développement à la base, mais j'ai commencé par les ministres chargés de l'éducation directement. Vous voyez la bonne combinaison qu'ils ont faite cette année. C'est un signal très fort que l'enseignement, ce n'est pas seulement les professeurs, c'est les utilisateurs du produit de l'enseignement, donc le ministre de la formation et de l'entrepreneuriat professionnel et du ministre de l'Éducation nationale qui administre tout le pays, donc qui est appelé à utiliser les produits de tous les services sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, que je voudrais saluer ici, ils sont près de 14 à 15 qui sont venus malgré que la journée du mardi et mercredi sont très chargées pour manifester leur solidarité avec leurs collègues et montrer clairement l'importance que le gouvernement accorde à la question éducative. Je voudrais les saluer, les remercier pour leur marque de solidarité et leur présence. Mesdames et messieurs les membres du CNT, vous savez, tout ce qu'on fait, c'est eux qui l'autorisent. Souvent, on les oublie. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour faire adopter son programme d'action gouvernementale, mais une fois qu'il est adopté, il a souvent l'impression d'oublier les membres du Conseil national de transition, autrement dit les députés. Or, c'est eux qui donnent le visa pour venir parler après. Mais on a tendance de les oublier. Je voudrais les saluer pour leur regard très vigilant, pour être sûr que ce qu'ils ont donné comme visa le 2 août 2021 est effectivement pris en compte et que la réforme actuelle, qui est une demande forte des assises nationales de la refondation que le gouvernement, le président a pris à son compte, est sur les rails. Je voudrais les saluer pour leur présence massive et surtout l'écoute et le regard attentif sur ce qui se dit et se fait ici. Je voudrais saluer les anciens ministres de l'Éducation nationale. Vous savez, traditionnellement chez nous, quand le pouvoir change,
on balaie tout et les nouveaux disent au peuple que c'est eux qui ont inventé la roue. On ne parle plus des anciens. Souvent, ils tombent dans les poubelles de l'histoire, on les oublie même. J'ai demandé au ministre, et je suis très heureux que les 4 ministres ont eu la présence d'esprit et la délicatesse d'inviter les anciens ministres de l'Éducation nationale, parce que toutes les réformes que nous sommes en train de faire ont vocation à tenir ou à tirer les leçons des réussites et des échecs de ces anciens ministres. Parce qu'une nation, c'est plusieurs briques qu'on pose petit à petit pour qu'au fil des décennies, on retrouve une nation solide. Donc, ne jamais oublier les anciens et les associer aux décisions importantes. Je pense que c'est une bonne vision de ce que le gouvernement de transition veut construire. Penser toujours au passé, d'où est-ce qu'on est venu, savoir où est-ce qu'on est, parce que là où on doit aller, on a déjà un président qui nous a indiqué là où on doit aller. Donc les questions qui se posent, c'est d'où on est venu, où est-ce que nous sommes. Quand on sera entendu sur ça, là où on doit aller, avec les recommandations et la vision du président, je crois qu'on ne va pas se tromper de destination. On saura là où on va. Et on ne sera pas comme ce monsieur qui, ne sachant pas où il va, n'aura jamais de bon vent. Nous aurons le bon vent parce que nous savons d'où est-ce qu'on est venu. On a nos anciens ministres, on a nos professeurs. On sait où est-ce qu'on est, on a le débat que nous faisons et où est-ce que nous irons avec les résultats de vos travaux et la vision du président de la transition. Je voudrais saluer les enseignants, les professeurs qui sont là. Je dis souvent aux enfants que celui qui vous a formé, qu'on appelle couramment monsieur, même quand vous êtes président ou premier ministre, quand vous le voyez, vous avez tendance, en tout cas nous on a tendance à croiser les bras. Parce qu'à notre temps, quand vous les voyez, vous croisez les bras et vous saluez monsieur. C'est une marque de respect et c'est le vrai chef, en tout cas en ce temps. Un chef, on le respecte ou on a peur ou les deux à la fois. Et lui, on le respecte et on avait peur quand c'est nécessaire. Et le fait de les associer à ces débats, je pense que c'est une très bonne réussite, une très bonne marque, parce que la considération pour les enseignants, ceux qui vous ont formés, c'est exactement la même considération qu'on doit avoir comme pour les parents, parce qu'ils vous ont mis au monde et l'enseignant vous a appris à découvrir qu'est-ce que c'est le monde. Et donc c'est important de ne jamais les oublier, d'avoir beaucoup de considération, je vais dire même les vénérer. Et les ministres ont eu la présence d'idée de confier cette réforme à des anciens professeurs, des anciens enseignants, les invités. Et d'ailleurs, le président de la commission, c'est un enseignant à la retraite. Donc on peut être sûr d'être dans de bonnes mains et nous demandons leur bénédiction. Je voudrais aussi saluer les gouverneurs. Ils sont là très nombreux. En général, ils ne parlent pas. C'est quand ils sont dans les régions qu'ils parlent. À Bamako, ils regardent, ils notent. De temps en temps, ils se font recevoir par les autorités. Ils notent et retournent chez eux. Voici des hommes et des femmes qui sont aux avant-postes de la République. Je rappelle souvent aux uns aux autres que quand il y a l'insécurité dans un pays, le terrorisme, la déstabilisation d'un État, ça commence par ceux qui administrent le pays et l'armée. Et donc c'est des hommes qui sont souvent dans des zones d'insécurité. Là où personne ne veut aller, c'est eux qui vont. C'est eux qui organisent. C'est eux qui rassurent les populations. C'est eux qui servent de boussole pour maintenir la cohésion, le calme et les bonnes orientations dans notre pays. Et c'est pour ça que chaque fois que je les vois dans une réunion réunie, je crois qu'on doit se faire le devoir de les saluer pour qu'ils sachent toute la considération que nous avons pour eux
Et nous ne allons pas faire comme on le fait d'habitude au Mali. Vous savez, on attend que les gens meurent pour les décorer. On préfère leur dire pendant qu'ils sont là que la nation leur est reconnaissante pour le travail qu'ils sont en train de faire. Je voudrais les saluer pour leur présence. Les autres, nous sommes ensemble ici à Bamako, les maires de la commune, avec lesquels nous nous rencontrons souvent dans les réunions, et je leur assure que ces messages ne tomberont pas dans les oreilles d'un sourd. Je voudrais saluer aussi les diplomates de nos pays, des pays amis, donc, pas forcément même des amis, des pays en tout cas qui nous ont fait l'amabilité d'être avec nous. Et regardez ce qu'on fait. Il y a des diplomates qui sont des pays amis. D'autres sont là pour représenter leur pays. Maintenant, à nous et à son pays de décider si nous sommes des amis ou des partenaires. J'ai seulement rappelé souvent qu'on a des pays frères. Vous savez, les frères, les parents, on ne les choisit pas. C'est la biologie. Dans le cas d'espèces, c'est la géographie. Les amis, on les choisit. Ils peuvent être vos voisins. Ils peuvent être ailleurs. Donc, nous sommes l'ami de tout le monde, sauf à quelques conditions. C'est qu'on nous respecte. À Bana. Et pour que nul n'en ignore, notre peuple laïque inscrit dans sa constitution, à l'article 34, les principes à partir desquels nous sommes amis à tout le monde. D'abord, avoir à l'esprit à tout moment que nous sommes un État souverain. Deuxièmement, que nous ayons la liberté de choisir avec qui nous travaillons, partenaires stratégiques et même tactiques, pourvu qu'on nous laisse le choix d'aller avec qui on veut. Nous sommes assez grands pour savoir ce qui est bon pour nous. Et en dernier ressort, que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est toujours à l'idée que nous sommes au service de la République. Donc, partout où on est, avoir à l'idée la défense obstinée des intérêts de notre peuple. Tous ceux qui respectent ces trois principes, et je pense que c'est d'ailleurs toutes les nations, sont nos amis. On peut être, vous savez, des frères, mais on n'est pas des amis. En tout cas, nos amis, c'est ce que je viens de vous dire. Je voudrais donc saluer tous les diplomates qui se sont donné la peine de sacrifier cette matinée de leur programme pour venir écouter les Maliens et se faire une idée de ce que les Maliens veulent. Après ces salutations d'usage, mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer, vous souhaiter tous très bonne année 2024, parce que 2023 a été une année très dure, mais une année de victoire. C'est pour cela, quand on a passé 2023, j'ai dit aux uns aux autres, 2023, Sarah, il est mort à la Kahinala. Mais nous avons fini 2024, nous avons terminé 2023 en beauté. Notre pays, en fin 2023, a récupéré son intégrité territoriale. Nous n'allons jamais oublier cela, le 14 novembre 2023. Donc, Alina Sarah, Nala Hinalala, en tout cas, nous ne va pas oublier le 14 novembre. Ça va être célébré dans notre pays, exactement comme le 22 septembre, comme le 14 janvier, comme les autres dates mémorables, le 20 janvier, et les dates que les Maliens ne doivent jamais oublier. Le 14 novembre doit rester désormais une date mémorable au Mali. Et ce 14 janvier, nous la devons au peuple malien, mais nous la devons à une de ses composantes essentielles, c'est notre armée nationale. La colonne vertébrale de la nation, l'épine dorsale. Un homme, vous pouvez lui couper les membres, les oreilles, les pieds,
Mais quand vous cassez la colonne vertébrale, il n'y a plus d'hommes. L'armée joue exactement le même rôle dans une nation. Et ensuite, l'éducation que nous sommes en train de réparer. Je voudrais vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je préside l'ouverture de cette cérémonie au nom du président de la transition qui, pour donner suite à la demande forte des Maliens exprimée aux Assises nationales de la refondation, s'est engagé et a pris l'engagement solennel lors de la pose de la première pierre du lycée public de Kaindi sur l'organisation des États généraux. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été fait parce que ça a été suffisamment bien et éloquemment présenté par le président de la commission d'organisation et le Premier ministre. Pour ceux qui voudraient savoir ce que le Premier ministre en dit, ils iront sur Internet pour voir le projet de son discours. Pour le reste, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis heureux, mais je ne suis nullement surpris de voir les Maliennes et des Maliens se mobiliser autour de leur école, à l'occasion des phases consulaires, régionales et du district de Bamako qui ont eu lieu du 4 au 6 janvier 2024. Cet engouement des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur pour les États généraux s'explique par le fait que tous, nous avons notre mot à dire pour améliorer les fondements de l'édifice commun. L'éducation nationale, mesdames et messieurs, est la base du développement de tout pays. Habituellement, les rencontres de ce genre sur l'éducation constituent un cadre de dialogue sur les forces et faiblesses du système éducatif afin de dégager, dans une démarche inclusive et participative, les solutions durables. Le gouvernement du Mali a voulu donner la parole aux Maliens pour définir le type d'hommes et de femmes à former, le système éducatif à mettre en place. C'est exactement les assises nationales. Pour ceux qui se rappellent, à un moment donné, ce n'était pas acquis. Beaucoup n'étaient pas d'accord pour les assises. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions personnelles avec certains qui se demandent mais comment ça va se passer et ce qui va en sortir, où est-ce que ça va aller, qu'est-ce qu'on en fera. La chance que nous avons eue, c'est que le président de la transition a fini, en tout cas, à donner au gouvernement l'instruction de tenir les assises nationales de la refondation. Et ça permettrait, en plus du fait que c'est un grand messe comme d'habitude, mais que cette fois-ci, nous devons faire en sorte que nous ayons tous les avis possibles. Personne ne sera exclu. Je voudrais ici rendre un hommage mérité au ministre chargé de la refondation de la République du Mali, qui fait la fierté de notre gouvernement avec d'autres ministres, avec ses deux autres collègues, le ministre d'État chargé des réformes de la décentralisation et de l'administration, et de madame le ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles, qui ont su donner corps à cette notion ambiguë au départ des assises nationales de la refondation, qui ont permis aux Maliens d'inscrire en lettres d'or dans un cahier qui s'appelle le cahier de résolution des assises, qui devient maintenant la boussole pour tous les gouvernants, pour nous tous, pour tous ceux qui occupent des postes de responsabilité. Ces hommes et ces femmes, peut-être qu'on se rappellera juste un jour qu'ils ont été ministres. Mais je voudrais qu'on dise à tout le monde qu'à un moment de l'histoire, il a fallu que quelqu'un croie, qu'il conceptualise, qu'il partage. C'est ce que le ministre de la Refondation a fait avec d'autres camarades, bien sûr, avec ses trois camarades, avec les autres membres du gouvernement, sous l'impulsion du président de la transition. Et nous avons fait en sorte que, parmi les recommandations fortes du peuple malien, est la nécessité de la tenue des assises nationales de la refondation.
Et pour que ça soit très clair pour tout le monde, que ce n'est pas des assises de trop, parce qu'avant on faisait les grandes réunions, après on met dans les tiroirs. Cette fois-ci, le président a tenu, le gouvernement a tenu à mettre ce qu'on appelle le comité de suivi des 500 et quelques recommandations des assises nationales, qui est placé auprès du président de la transition, qui chaque mois interroge le gouvernement dans ce que le peuple a demandé en 2021. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser pour qu'à la fin de la transition, il puisse rendre compte au peuple. Dans ce que vous avez demandé, voici ce qu'on a pu faire, voici ce qu'on a commencé, voici ce qu'on a pu commencer et ce qui doit être continué. Parce qu'il faut que sur la durée, sur 10, 20, 30 ans, on change de fond en comble notre pays, les habitudes, les façons de voir, la conception même que nous avons de notre État et de sa place en Afrique et dans le monde. Et c'est ce que nous avons souvent appelé travailler pour l'histoire, pour qu'on ne dise pas qu'on est venu juste pour régler quelques problèmes, pour avoir des applaudissements, mais poser des actes dont les Maliens vont être fiers dans 20, 30, 40 ans, 50 ans. Bon, pour ceux qui sont là, en tout cas, moi je ne suis pas sûr d'être là dans 50 ans. En tout cas, pour ceux qui seront là, je leur souhaite beaucoup. Les jeunes vont se rappeler qu'ils ont eu des pères, des mères et un moment, qui ont posé des pierres, qui ont planté des arbres, dont ils sont en train de manger les fruits aujourd'hui. C'est ça le plus grand plaisir de l'équipe actuelle. Et vous savez, les thèmes de référence des États généraux de l'éducation ont fixé un objectif net. Je cite: définir les orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles et répondant aux besoins de développement socio-économique du pays. Fin de citation. Voici ce que les Maliens voulaient. Cette orientation est d'autant plus pertinente que notre pays est en proie depuis plusieurs années à une crise multidimensionnelle imposée. L'impact de cette crise sur le système éducatif n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, grâce au sens du sacrifice de nos forces armées de sécurité, notre pays a reconquis, comme je l'ai dit, l'intégrité de son territoire. Les services sociaux de base sont en train de retourner au fur et à mesure dans les zones où les populations avaient été obligées de quitter. D'où les populations avaient été obligées de quitter. Les problèmes qui affectent le système éducatif, mesdames et messieurs, dans notre pays sont identifiés. Et nous avons opté pour une approche qui mobilise toutes les énergies, toutes les intelligences, toutes les compétences maliennes, sans distinction de tendances sociales, politiques, philosophiques, parce que nous voulons avoir un condensé des souhaits des Maliens. Notre conviction est que le fondement du Mali nouveau, pacifié, cohérent et sécurisé, réside dans une éducation de qualité pour tous les enfants du Mali. Nul ne doit être laissé de côté quand il s'agit de bâtir une école performante. Cette approche inclusive et participative comporte les germes des Mali émergents, résolument tournés vers le développement social, économique au profit de toutes les couches de notre société. Ce faisant, nous honorons nos engagements sur le plan national et international. Dans la Constitution du 22 juillet 2023, dans l'agenda du Mali 2063, dans l'officialisation des langues nationales et les divers actes communautaires, tout ceci prouve l'engagement et la détermination des plus hautes autorités à relever les défis de notre système éducatif. C'est dans ce sens qu'il faut inscrire les réalisations importantes entreprises sous le leadership du président de la transition, parce que, outre la constitution des infrastructures, les recrutements d'enseignants sont effectués,
les renforcements de capacités au profit du personnel entrepris, les acquisitions de matériel, autres matériels pédagogiques au profit de notre école. Tout cela a été enregistré. Ces déterminants de la qualité sur lesquels nous œuvrons au quotidien visent à préparer les élèves à des études secondaires et supérieures conformément aux besoins du marché de l'emploi. L'un des défis majeurs de notre système éducatif est l'articulation entre la formation et le marché du travail. L'éducation et la formation ne peuvent évoluer en vase clos. Parce qu'actuellement, on va à l'école pour avoir un diplôme et être fonctionnaire. C'est comme ça que le colonisateur nous a formatés. On va à l'école pour apprendre en réalité. Un fils de paysan qui va faire l'agronomie, c'est pour venir cultiver mieux que son père, produire 10, 20 fois plus que lui. C'est comme ça que les autres pays se sont développés. Mais chez nous, il va à l'école, son père est paysan, il ne veut même pas qu'on se rappelle qu'il est un fils de paysan. Il veut être un grand commis de l'État, bien cravaté, avec des lunettes d'intellectuel, qui impressionnent les gens. Quand il sort à la télévision, tout le monde a peur de lui. Quand il passe à côté, il est bien parfumé. Or, l'enseignement, c'est pour former quelqu'un, pour développer le pays. Un fils de paysan, son premier souci est de pouvoir faire 10, 20, 1000 fois plus que son père. C'est comme ça que ces pays se sont développés. Mais chez nous, quand vous venez, on vous dit non, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire depuis longtemps. Et ça, c'est quoi ça? Mais on nous a formatés comme ça. On va à l'école pour être des fonctionnaires. Et c'est pourquoi il importe d'instaurer le dialogue entre l'école et le milieu professionnel. Pour que les gens sachent qu'ils vont à l'école pour sortir et travailler. Et non pas sortir et venir s'asseoir à attendre qu'on vienne faire de vous un fonctionnaire. Beaucoup finissent, ils attendent, on dit qu'est-ce que vous faites? Ils sont au chômage. Ils attendent quoi? On attend le concours de la fonction publique. Bon, mais s'il n'y a pas de fonction publique, la fonction publique, là, le maximum, si vous réunissez tout le monde, maximum, vous ne dépassez pas 100 000 personnes. Mais on a plus de 22 millions d'habitants. Mais comment développer le pays? La fonction publique, c'est pour soutenir l'État administrativement. Mais le développement du pays, c'est dans les autres secteurs, c'est le privé, c'est l'agriculture, c'est le domaine où on crée les richesses. Chez nous, on forme les gens pour consommer. Vous regardez notre système éducatif. Sur 100 élèves, les 80 vous les demandent, je demande à ma fille, qu'est-ce que tu fais? Je fais marketing. Et après, je fais anthropologie. L'autre te dit, non, je fais du commerce international. Mais ça, c'est quoi ça? C'est pas de mauvaises spécialités. Mais ça, c'est pour réglementer la consommation. Toutes les sociétés ont besoin de ces spécialistes, mais en nombre raisonnable. Mais ceux qui créent les richesses là, je suis ingénieur d'agriculture, ingénieur de génie civil, je suis dans les ponts et chaussées, dans la fabrication du ciment, des fers à béton. Vous cherchez, il n'y en a pas. Il y a un an, on a demandé à un ingénieur en aéronautique payé à 5 millions. On a cherché, on n'en a pas trouvé. Mais pendant ce temps, on a des gens qui ont fait des spécialités dont je viens de vous parler, d'autres, qui sont prêts à travailler pour 200 000 francs. Parce qu'on les a formés comme ça. Ce n'est pas leur faute, c'est l'État. Donc les richesses, on les crée, après on les distribue. On ne peut pas être uniquement dans la distribution. Un État qui se livre seulement à faire du commerce, à distribuer. Mais cet État ne va jamais se développer. Le commerce seul n'a jamais développé un pays. Il faut qu'il soit combiné à d'autres activités. Moi, je me rappelle, en 2002, j'ai reçu 4 grands opérateurs. On disait que c'est les grands opérateurs sucriers dans le pays. Mais chacun avait son nom lié à un ancien chef d'État. Quand je les ai convoqués le matin, ils sont venus. Bon, ils se demandent, mais qu'est-ce que ce Premier ministre va leur dire? Certains avaient peur,
Je les ai fait asseoir. J'ai dit, mais toi, on dit que tu es lié à l'ancien président qui est tombé. Toi, on dit que tu es lié au président en exercice. Toi, tu es lié à quelqu'un qu'on dit être l'adversaire de ce président. Et l'autre, tu es lié à celui dont on ne parle même pas. Mais beaucoup pensent qu'un jour, il va être président. Et vous faites la concurrence. Celui qui était lié à l'actuel le président en exercice, il veut éliminer tous les autres. Il dit que l'heure est venue. Je lui ai dit que je vous ai appelé pour vous dire deux choses. Vous êtes tous dans le commerce. Le commerce ne peut pas développer un pays. J'ai dit à l'autre, on vous liez à un chef d'État qui est tombé. Le commerce, il n'y en a plus. Mais si vous avez votre usine, n'importe quel pouvoir politique qui vient aura besoin des travailleurs de votre usine. Donc, tout ce que l'État vous donne comme facilité, parce que vous avez des relais dans l'appareil d'État, exonération, facilité, chaque fois que vous faites 1 milliard d'exonération, mettez au moins les 500 millions dans la production des richesses. Allez-y faire l'agriculture, l'élevage, le reste continue à tourner. Quand celui-là ne sera plus présent, vous allez continuer à tenir. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui sont liés à des pouvoirs politiques, on leur demande qu'est-ce que vous faites, ils vous disent qu'ils sont hommes d'affaires. Mais j'ai dit ça, c'est des affairistes. Un homme d'affaires, il n'est pas lié à un pouvoir, même si ce pouvoir tombe, lui va survivre. Je leur ai dit que c'est pour ça que je vous ai appelé. Ah, il y en a qui ont dit qu'ils avaient peur en venant. J'ai dit donc, vous sortez d'ici. Vous avez toutes des demandes d'exonération dans mon bureau. Quand vous les aurez, faites tout que d'ici 5 ans, en tout cas le temps que moi je quitte poste de ministre, qu'un d'entre vous soit un semi-industriel. Malheureusement, il n'y a qu'un seul d'entre eux qui s'est débrouillé pour être dans l'agriculture, qui a des champs où il produit du riz, de la pomme de terre, mais les autres, ils sont restés comme ça. On fait les exos, on vend les terres. Bon, donc, on a un pays où certains sont riches avec les relations avec le pouvoir politique. Mais le pays n'est pas riche. Et ce monsieur-là qui s'est installé maintenant dans l'agriculture, il a des usines. Il emploie des milliers de personnes. Je suis sûr qu'ils m'écoutent maintenant, ils savent de qui je parle. Lui, il sait très bien. Maintenant, je voudrais expliquer que dans notre pays, il est important d'instaurer, j'ai insisté là-dessus, le dialogue entre l'école et ceux qui emploient les produits de l'école. C'est le gage d'une prise en compte des besoins de notre développement économique et social. À cet effet, je salue la présence remarquée de tous les acteurs du secteur de développement à ces assises. Le patronat, le ministère chargé des formations professionnelles, le ministère chargé de l'administration du territoire, effectivement, il faut qu'ils en fassent leur affaire. Les ministères chargés de l'éducation, ils forment les hommes, mais ces hommes, c'est d'autres qui doivent les utiliser. Je vous exhorte, chers participants, à prendre en compte dans votre analyse la problématique de notre école, nos valeurs socio-culturelles. Ce sont entre autres les qualités de l'enseignement, des enseignants-apprentissages, les sureffectifs dans les salles de classe, les programmes de formation, l'adéquation formation-emploi, le développement de la fonction enseignante, l'état des infrastructures scolaires et académiques, le financement du secteur de l'éducation. Ça, c'est des données qu'il faut intégrer et que l'autorité politique s'y attaque en bon père de famille, pas en cherchant à plaire à des groupes. J'expliquais l'autre jour qu'un bon père de famille, vous avez des enfants, il y en a qui crient, ils tirent vos boubous, ils déchirent les habits, mais souvent les plus vertueux, eux, ils ne disent rien, ils s'assoient, ils attendent. Donc, il ne faut pas chercher à plaire seulement à ceux qui font du bruit. Il faut gérer en bon père de famille. Et le gouvernement, pour qu'il gère en bon père de famille, il faut qu'il ait ses boussoles. Le système éducatif souffre également des réformes récurrentes. Je ne doute point que les échanges et les débats généraux de l'éducation permettront d'aboutir à une gamme de solutions. Mais il est nécessaire d'élaborer un plan de mise en œuvre qui définit clairement les priorités, les activités à mener, les mobilisations des ressources nécessaires et les chronogrammes. Sinon,
il y a un grand risque de naviguer à vue et de ne pas atteindre les objectifs escomptés. Nous, on est très forts dans ça. Chaque fois qu'un régime politique tombe, les gens viennent, on fait des séminaires. Le régime prochain tombe, on fait des séminaires. On fait des ateliers. Et on fait du surplace souvent. Parce que les problèmes ne sont pas posés comme il faut. Les hommes viennent, ils passent. L'État et la nation restent. Tout dirigeant politique qui n'a pas ça en tête, il ne va pas construire le pays. Il va chercher juste à faire son mandat. Vous savez, on peut durer au pouvoir sans rien faire. On peut faire peu de temps et marquer l'histoire. Et l'actuel gouvernement de transition, chacun des ministres et le président voudrait qu'à la fin de la transition, chaque Malien puisse se dire en âme et conscience, ces hommes et ces femmes de la transition, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ceux qui viennent après eux doivent continuer. C'est la seule façon de construire sur la durée une nation. Mais chaque fois qu'on change, une fois j'ai vu des chamans, on a supprimé le premier bac, on a supprimé des examens. J'ai demandé à un ami enseignant, j'ai dit, mais pourquoi vous avez supprimé tout ça? Est-ce que c'est le résultat d'une étude des enseignants? Non, il paraît que des hommes politiques ont dit aux enseignants, et l'argent qu'on vous paye pendant les corrections des examens là, c'est très peu. Si je viens au pouvoir là, je vais le doubler. Mais Dieu a fait qu'il est venu au pouvoir, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas doubler. Donc la correction des copies là, ça coûtait trop d'argent. Donc la solution facile, c'est de supprimer un examen. Et comme ça, on aura moins de copies à corriger. Les gens sont contents en ville, les enseignants vont dire, ah oui, depuis qu'il est venu, on nous donne 2 fois plus. Mais les élèves, ils en ont souffert. Ils ne font pas d'examen. Des gens qui partent de la première année jusqu'à la 9e année, il n'y a pas d'examen. On compte le nombre seulement, on fait passer. Mais à la fin, finalement, c'est les élèves qui décident. C'est pourquoi que vous trouvez, mes amis, les élèves, ils sont là. Lorsque les filles ont envie de se tresser à la veille de la fête, le syndicat vient et dit, bon, on prend une semaine de congé. Le directeur est obligé de se soumettre, parce que c'est les élèves qui décident, parce qu'on cherche à plaire. Il faut faire ce qu'il faut pour le pays. Ça peut ne pas plaire, mais sur la durée, c'est ça qui va payer. Et donc, je voudrais appeler l'équipe qui dirige cette organisation d'intégrer ces éléments. Et pour mener à bien, mesdames et messieurs, le processus des États généraux, il y a plusieurs niveaux de concertation. 2 ateliers thématiques se sont d'abord tenus et ont porté l'un sur la question enseignante et le développement de la formation professionnelle et l'autre sur l'enseignement supérieur. Les concertations régionales et nationales ont suivi. Tout cela, ça découle d'une volonté de l'équipe d'organisation de ne pas commettre des fautes, ou moins en commettre le moins possible. Parce que comme on dit, seul Dieu ne commet pas de fautes. Pour qu'à la fin, en âme et conscience, ils aient le sentiment qu'ils ont fait tout leur mieux. Les contributions d'experts et techniciens de l'éducation, des partenaires sociaux, techniques et financiers ont évidemment été recueillis. C'est le lieu pour moi de féliciter les membres du gouvernement qui ont en partage le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle pour la bonne tenue des États généraux. Bien sûr, ils ont eu la perspicacité d'élargir leur champ, ne pas s'arrêter seulement à l'enseignement et à la formation professionnelle, mais aussi ajouter l'administration du territoire. Parce que comme j'ai dit, tout ce que nous formons, finalement, c'est lui qui les utilisera dans le territoire. Avant d'ailleurs, c'est les gouverneurs, une fois qu'ils finissent de collecter leurs impôts et tout, c'est les gouverneurs qui payaient les fonctionnaires. Ils faisaient tout. C'est quand ils ne peuvent pas que l'État central intervienne. Ça, c'était le début de la décentralisation. Il y a même un gouverneur, le ministre des Finances, comme c'est lui qui désigne les financiers, il a rapatrié tous les sous, il s'est mis à Bamako à payer les élèves et les militaires, et les fonctionnaires de l'intérieur n'ont pas eu leurs sous. Alors que c'était l'obligation du gouverneur. Mais le gouverneur est venu faire du bruit,
Il dit que l'État a demandé à chaque gouverneur de régler les problèmes de sa région. Lorsqu'il ne peut pas, l'État central lui vient en secours. Mais lorsque c'est l'État central qui va prendre ce que le gouverneur a pour venir régler ses problèmes à Bamako, et qu'il y ait moins de bruit des étudiants et des militaires. Parce que c'est dès qu'on a peur, hein, quand les étudiants sortent, ils font des barricades, on trouve des milliards. Quand les militaires font du bruit, on trouve des milliards, même si on n'achète rien pour faire la guerre. Mais on ne peut pas diriger un pays comme ça. Il faut que nous sortions de ce cercle vicieux. Et mesdames et messieurs, les membres de la commission d'organisation des États généraux, elle est à féliciter. La substance des différentes concertations vous sera présentée pour recueillir vos observations et commentaires. Vous aurez à discuter, à donner votre avis sur les éléments obtenus au cours des différentes étapes des États généraux de l'éducation. Au besoin, vous aurez à formuler des recommandations. Vous êtes appelés à mener une réflexion collective. Je souhaite que vous y alliez sans passion détachée des postures partisanes, dans un esprit véritablement républicain et constructif, afin de bâtir un système éducatif performant et enraciné dans nos valeurs. Vous savez, mesdames et messieurs, j'avais récemment dit dans tous mes discours, et je reviendrai là-dessus aussi longtemps qu'il faut, même si ça peut ennuyer certains, que l'utilisation des langues nationales dans tous les pays, elle ne se décrète pas en un jour. Si vous prenez, je ne prends pas les autres pays parce que je peux prendre les exemples dans tous les grands pays. Vous prenez la puissance qui nous a colonisés. Vous croyez que c'est du jour au lendemain que tout le monde s'est levé et parlait français? Quand vous partez au sud, au nord, ils parlent totalement autre chose. Chez eux, c'est vrai, on a imposé par la force de parler une seule langue. Mais dans les autres pays, souvent, ce n'est pas par la force, c'est sur la durée qu'on travaille. La problématique des langues nationales, depuis l'indépendance, a été posée. Et ceux qui étaient pessimistes, que ça va diviser notre pays, ils ont eu le dessus. Finalement, on a laissé. On a repris la problématique des langues nationales. Ceux qui se rappelaient dans les années 1980, les années 90, quand vous partez dans les zones CMDT, mais les paysans faisaient tous leurs calculs dans leur langue. Les jeunes font des poèmes. On travaille. Il suffisait que ce système continue pendant 20, 30 ans pour qu'on ait pu trouver un premier ministre qui est analphabète dans sa langue, mais qui parle bien la langue d'autrui. J'ai vu l'autre jour un médecin qui m'a prescrit une ordonnance en Nko. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais tu ne peux pas lire. Moi, je ne peux pas, je suis un analphabète. Mais j'ai dit, bon, on nous appelle des lettrés. En réalité, nous sommes analphabètes dans notre langue. Je parle le français. Mais lui, il écrit son ordonnance en Nko. Les Touaregs ont leur langue, le Tifina, là. C'est l'une des ethnies qui a sa langue écrite. Mais pourquoi on ne travaille pas sur la durée sur ces langues? Pour que dans 20, 30, 40 ans, parce que ce n'est pas une affaire d'une génération. Si on regarde seulement les défauts, on va dire, oui, tout le monde dit de parler Bambara. Finalement, on va imposer le Bambara à tout le monde. Alors qu'il y a des parties du Mali, on ne parle pas le Bambara. Donc, à cause de ce risque-là, on laisse. Le Tifina, on va vous dire, ah oui, c'est une minorité qui parle. Mais ça a l'avantage d'être écrit. Ceux qui n'ont rien donc à apprendre ça. Les Arabes, ils ont leur langue. Il faut que le travail de langue nationale, même les Dogons, là, chaque village a une langue. Parce que chez eux, c'est plus difficile avec eux. Mais les autres, là, l'arabe, le Sonrei, le Tifina, l'Enko, travaillons pour l'introduction de nos langues nationales sur la durée, pour qu'on soit enfin lettrés dans nos langues et n'est pas en train de faire des grands poèmes en français et en anglais, et quand on va dans nos langues, vous devenez un analphabète bien cravaté, assis, qui ne comprend rien de ce qu'on est en train de lire dans un poème en bamana, sauf à bouger la tête, faire semblant de tout comprendre,
alors qu'en réalité, il ne comprend pas grand-chose. Donc la question des langues nationales, il faut travailler, avoir une vision sur la durée. Pour que les enfants du Mali, ils parlent anglais, ils parlent français, ils parlent russe, chinois, mais qu'ils puissent parler dans une langue nationale, si c'est nécessaire. On avait un président ici qui a un avantage sur beaucoup d'hommes politiques. Dans n'importe quelle région où il va, il n'a pas besoin d'interprète. Vous savez de qui je parle. Mais il y en a qui ne connaissent rien, mais ils veulent être présidents. Ils ne connaissent que leur village. Quand vous les sortez, ils se lèvent à la veille des élections, ils rentrent dans un 4x4 climatisé, il dit que lui fait le tour du pays pour connaître les préoccupations des populations. Toi, tu ne peux même pas parler la langue. Et quand il vient là-bas, il lui faut un interprète pour parler en français. Ça, on a travaillé les esprits déjà. Il faut que petit à petit, on sorte de ça. Et ça, c'est votre travail. Il faut travailler à décomplexer les gens. L'éducation, vous savez, il y a une histoire que je dis souvent aux élèves. Il y a un pays qui a plus de des millénaires d'histoire. Lorsque l'empereur voulait conquérir, parce qu'avant on conquérait, c'était la raison du plus fort, hein. On cherchait l'espace vital. Il voulait conquérir des voisins. Il y a un de ses conseillers qui a dit, Monsieur le roi, n'engageons pas la guerre. Nous allons perdre trop de personnes et trop d'argent. Mettons nos services de renseignement à profit. Nous allons les infiltrer, les habituer à la corruption, à voler les notes. On attend 20 ans. Dans 20 ans, nous aurons une population ignorante, dirigée par des corrompus. On déclenche la guerre en quelques semaines, on les prend tous et on les soumet. Et le roi l'a écouté. Effectivement, ils n'ont pas fait la guerre. Ils ont fait ce que je vous ai dit. Mais 20 ans, ce n'est rien dans la vie d'une nation. Il faut que les gens comprennent la force d'un pays, son histoire, c'est son armée, son enseignement. L'enseignement et l'armée, c'est ça une nation. Ensuite, vous avez la justice. Un État sans justice, ça n'existe pas. Tout pouvoir qui vient, vous avez remarqué, ils sortent sur deux choses. La justice et les militaires. Il était de s'entendre avec eux pour durer. Ce n'est pas pour travailler souvent. Hein. En Afrique, il y a des gens qui cherchent à durer au pouvoir. Ce n'est pas pour travailler. Ils essaient de s'appuyer sur n'importe quel pouvoir politique qui vient, qui veut construire ou non. Et nous voulons construire. Il lui faut une armée forte, il lui faut une justice forte, il faut un enseignement fort, il faut une administration organisée. Sans ça, il n'y a pas d'État. L'État, c'est la force et le droit. La force pour dissuader quiconque veut s'imposer aux autres. Et le droit pour défendre les plus faibles. Un État où il n'y a pas de force, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'État. Ça, c'est exactement comme l'État dont je vous ai parlé. Composé d'ignorants et dirigé par des corrompus. N'importe qui vient, il suffit de corrompre quelques personnes et vous les dominez. Nous ne voulons plus de ça au Mali. Et ça, c'est dans les mains de nos enseignants pour faire la refondation. Il est important qu'aujourd'hui que notre armée a pris Kidal, nous avons gagné la guerre, ce que nous disons. Mais la guerre, ce n'est que 25% de la vie d'un pays. Il faut qu'on gagne la paix, réconcilier les Maliens, les mettre tous ensemble. Parce que sur la durée, même une minorité organisée qui veut faire du mal, elle peut toujours détruire. Mais quand il y a l'union sacrée, on peut aller de l'avant. À un moment donné, le Mali brûlait. Et quand une case brûle, on ne demande pas qui a mis le feu. Ceux qui croyaient, c'est eux qui devaient se donner la main pour éteindre le feu. Maintenant que le feu est éteint, il ne faut pas qu'ils croient qu'eux seuls peuvent faire le pays. C'est tous les autres. Il faut appeler tous les Maliens pour les réconcilier, qui déterminent comment ils veulent vivre ensemble et que chacun se trouve considéré dans la République. Et c'est pour cela que depuis quelque temps, je ne cesse de dire aux uns aux autres, c'est plus fort, plus on est fort, plus il faut être humble. C'est le moment plus que jamais pour les Maliens
de se donner la main, d'appeler tout le monde et faire l'union sacrée autour du président de la transition, du Conseil national de transition, du gouvernement de transition, de toutes les autorités chargées de piloter la transition pour que nous puissions réussir la paix et le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes d'espoir que je déclare ouverts les travaux de la phase nationale des États généraux de l'éducation. Merci beaucoup de votre attention.